merci à nos trois participantes d'être venus donc dans l'ordre Nadège pour Castanet en voisine, Mathilde pour les BM de Bordeaux et Michel pour les BM de Lyon. Comme le disait Mélanie, on va aborder la vaste question de la prise en compte de tous les publics dans la constitution de nos collections. Vaste question qui va nous amener à discuter très certainement de représentativité des collections, d'accessibilité, de droits culturels. On va se pencher un petit peu sur cette question aussi pas forcément simple d'accès. On va sûrement parler aussi de politique documentaire, peut-être même de plan de classement, en tout cas d'inclusion et de participation des habitants, ça j'en suis sûr. Comment on va faire? On va déjà laisser à chacune le temps de présenter un peu ces initiatives pour voilà, nous montrer un peu dans le détail ce qu'ils ont fait. J'ai prévu aussi moi après quelques questions un peu épineuses à vous poser et on fera évidemment aussi de la place à vos questions à vous qui, sans doute pas, seront nombreuses. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Michel Wong-Manwan, directeur adjoint en charge du développement des collections donc à la BML, poste que j'occupe, ça fera presque un an, dans un mois. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'Agence Unique et l'ABF et les bibliothèques de Toulouse pour l'invitation à venir témoigner de nos pratiques sur cette question et à venir parler en particulier de la mise en place d'un laboratoire d'expérimentation et de développement des droits culturels. Je tiens tout de suite à dire que je ne suis absolument pas un spécialiste des droits culturels, que j'ai pris la démarche en cours cette année. Donc ce sera un témoignage d'une réflexion à la fois individuelle et collective en cours. Juste en 2 mots, mais vraiment 2 mots pour vous présenter quand même la bibliothèque municipale de Lyon. Donc c'est 16 bibliothèques, c'est des millions de documents qui génèrent des millions de prêts. On est 450 à essayer de faire vivre ce paquebot et il faut compter à peu près 240 gestionnaires de collections. Puisqu'on va parler constitution des collections, un petit mot quand même sur la politique documentaire à la BML, pour vous dire que bien entendu, les pratiques sont fortement influencées par l'héritage de Bertrand Calange, qui y a passé une bonne dizaine d'années, qui a donc marqué durablement l'institution, que le modèle lyonnais, c'est un modèle, on va dire, décentralisé, avec une très très grande autonomie laissée aux acquéreurs et aux bibliothèques, avec quand même la bibliothèque de la Pardieu, avec ses collections de référence, avec ses collections patrimoniales, avec ses collections en cours de patrimonialisation qui exercent un fort champ gravitationnel, on va dire. Et puis quand même des territoires assez contrastés, entre le bibliobus qui va desservir les quartiers prioritaires, entre la médiathèque de Vèze dans le 9e arrondissement qui est plutôt un quartier mixte, et entre la bibliothèque du 6e arrondissement qui est un arrondissement cossu, pas les mêmes publics, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes attentes et donc pas forcément les mêmes collections. Et pour finir, c'est un modèle décentralisé mais tout de même structuré, donc par la direction du développement des collections, une quarantaine d'agents dont j'ai la responsabilité et donc qui oriente et coordonne la politique documentaire et qui gère le circuit du document. Voilà, j'ai essayé de faire très très court, je crois qu'on est un petit peu en retard, c'est ça? Ok, ça va, j'ai compris. Donc prendre en compte tous les publics, ça semble une évidence au regard de nos missions, dont la principale, c'est de garantir l'égal accès de tous à la culture au sens large, si on reprend les termes de la loi Robert. De manière tout à fait classique, on le fait en faisant des segments documentaires, voilà, petite enfance, enfance, des tranches d'âge, adolescents, adultes, seniors, et puis tout simplement en adaptant nos collections, notre fonds de collection, en fonction de l'évolution des pratiques et de l'évolution de la production éditoriale. Prendre en compte tous les publics, c'est bien entendu connaître aussi ces publics et leurs attentes, ce qu'on essaie de faire à travers une enquête des publics qu'on mène tous les 3 ans à peu près depuis 2013 et qui porte sur l'ensemble de notre activité avec un volet sur les collections et qui parfois permet d'identifier quand même des pistes très concrètes d'amélioration que j'ai un peu indiquées là. Et puis finalement, prendre en compte tous les publics, c'est l'énigme des non-publics. Voilà. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Alors, à ma connaissance, à la BMN, il n'y a jamais eu d'enquête, mais vous savez, il y a eu une étude du ministère de 2019 sur les non-usagers des bibliothèques qui donne des pistes assez intéressantes.
Alors, c'est un peu moins fun, mais tout de même, prendre en compte tous les publics, c'est quand même évaluer l'usage des collections pour pouvoir adapter l'offre en conséquence. Hein. Donc là, je vous ai indiqué un exemple d'outils qu'on met à disposition des gestionnaires avec les données d'activité de la gestionnaire des romans adultes de la bibliothèque du premier arrondissement. Pourquoi j'ai choisi celui-là C'est pour vous montrer qu'avec une volumétrie constante, elle arrive à faire des choses assez incroyables en matière de prêt, de taux de rotation, de l'âge des fonds documentaires, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'on essaie d'exploiter au maximum les données qui sont à notre disposition et on essaye au maximum de diffuser une culture d'évaluation par la donnée, qui est aussi un héritage de Bertrand Calange, bien entendu. Et bien entendu, il ne faut jamais s'arrêter qu'aux chiffres. Cette évaluation quantitative doit toujours se doubler d'une évaluation qualitative. Hein. Il faut toujours aller voir derrière ce que racontent les chiffres, derrière ce qui se cache. Mais voilà. Pour moi, tout ça, ça rentre quand même en compte lorsqu'on essaie de prendre en compte tous les publics. Et pour finir, donc, prendre en compte tous les publics, c'est aussi prendre acte, on en a beaucoup parlé ce matin et même cet après-midi, donc de certaines fractures, de certains empêchements, de certaines barrières, hein, de certaines inégalités tout simplement, qui justifient que la bibliothèque fasse des efforts, en particulier vis-à-vis de certains publics. Donc là, je salue quand même tout le travail qui est mené en matière d'accessibilité par mes collègues, hein, des collections faciles à lire, à des collections à lire autrement jeunesse, à des fonds spécialisés sur le handicap, à la mise à disposition d'outils d'aide à la lecture, à des classements en langage naturel, peut-être qui facilitent quand même l'accès et le signalement des collections. C'est aussi prendre en compte la diversité culturelle, on l'a évoqué juste avant, hein, avec à la BML la constitution d'un groupe de travail l'année dernière, public allophone et public immigré. Et ce groupe est en train de faire un recensement donc des collections en livres étrangères sur le réseau. Voilà. C'est aussi à la BML le centre de ressources sur le genre, le point G, donc qui a pour ambition de réunir les connaissances, les mémoires, les paroles, les expériences LGBTQIA+, soit des personnes, des communautés qui ont été minorisées, qui historiquement ont été stigmatisées. Et puis enfin, prendre en compte tous les publics, c'est tout simplement ce qu'on fait des suggestions d'achat. Pareil, je crois qu'on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Et puis, c'est des pratiques d'acquisition participative, hein, que ce soit pour acheter de la musique, pour acheter des jeux ou des bandes dessinées. Voilà. Alors, je vous ai raconté tout ça, je vous ai dressé ce panorama, dans lequel je pense vous êtes très nombreux à vous reconnaître, hein, tout simplement. C'est que c'est ça qui va conditionner la manière dont on va s'approprier le sujet des droits culturels. Puisque dans le cadre du labo, il faut de la matière, hein, c'est un laboratoire. Donc, c'est toutes ces actions, et bien d'autres, bien entendu, hein, je n'ai pas été exhaustif, qui servent de matière, en fait, pour cette démarche. Alors, les droits culturels, je me dois quand même de faire un petit laïus là-dessus. On va dire que c'est une notion que certains qualifient d'évanescente, c'est ça? Donc, est-ce que c'est le dernier gadget théorique à la mode, ou est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme qui va avoir des répercussions concrètes de notre action? En tout cas, ça a été introduit dans notre droit positif, comme vous le savez, donc dans la loi NOTRe pour les politiques culturelles, dans la loi LCAP pour la création artistique, et puis dans notre loi à nous, la loi Robert, sur les bibliothèques. Alors, c'est quoi concrètement les droits culturels? Eh bien, c'est la déclaration de Fribourg, que vous connaissez peut-être, qui fait office finalement de doctrine et qui va énoncer et expliciter les 8 droits suivants. Donc, je vais les énumérer quand même. Donc, le droit de choisir, devoir respecter son identité culturelle et aussi d'en changer au cours de son existence. Le droit de respecter sa propre culture ainsi que celle des autres dans leur diversité, donc c'est les diversités culturelles. Le droit de connaître et de contribuer au patrimoine, et j'ai oublié de mettre les patrimoines. Le droit de se référer ou de ne pas se référer à une ou plusieurs communautés culturelles. Le droit à l'éducation et la formation tout au long de la vie, ça c'est des choses qu'on connaît très bien en bibliothèque. Le droit, alors j'ai oublié, j'en ai loupé un. 5, en plus c'est celui qui est le plus utilisé et c'est la représentation qu'on a des droits culturels, c'est celui de participer à la vie culturelle à travers les activités de son choix. C'est celui qui jusqu'à présent est beaucoup repris, notamment dans les documents cadres, les projets d'établissement, etc., etc. Et donc je reviens donc au droit numéro 7, donc à une information libre pluraliste, et puis le 8e,
le droit de participer démocratiquement au développement de la coopération culturelle. Derrière cet intitulé, en fait, c'est le sujet de la gouvernance partagée avec les citoyens. Je résume un peu brutalement. Et alors, les droits culturels, c'est une notion bien ancienne, hein, beaucoup plus ancienne que les lois NOTRe, etc., ou la déclaration de Fribourg. Et c'est une notion qui a des liens très étroits avec l'éducation populaire. À la BML, nous avons décidé de nous en saisir, donc dans le cadre du projet d'établissement 2021-2026, donc qui arrive à terme cette année, qui a démarré avec une journée d'études en 2022 en partenariat avec la BPI, peut-être que certains d'entre vous y étaient, qui a donné suite à un plan d'action et donc à la mise en œuvre d'un laboratoire 2024-2026. Donc le labo qui a été mis en place, l'objectif c'était d'acculturer progressivement les équipes afin que celles-ci puissent se livrer à de l'analyse de la pratique. Pour cela, on a été accompagné par le réseau Culture 21, que vous connaissez peut-être, qui œuvre depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement de pas mal de collectivités pour refondre la politique culturelle de manière large. Donc, il propose en fait une méthode de formation-action qui s'appelle PEDIR. Oui, PEDIR, ouais, c'est ça. Et qui est formalisé dans un ouvrage qu'on peut trouver en ligne librement, hein, qui s'appelle Typologie. Voilà. Très concrètement, donc ce labo s'est déroulé pendant 3 saisons, à raison de 4 jours et demi par an. Donc c'est pas non plus, mais quand même, c'est assez important, et qui a réuni à chaque fois à peu près une trentaine de participants. Donc la saison 1, en 2024, a porté vraiment sur la sensibilisation des agents, puis à faire émerger les cas, pour ensuite resserrer le travail à 8 axes de travail que je détaillerai un petit peu après. La deuxième saison a consisté, à partir de ces 8 thématiques, à les travailler, à les questionner au prisme des droits culturels pour produire un outil d'auto-évaluation des pratiques qui vient d'être publié la semaine dernière, qui est disponible en ligne et que j'ai ramené ici. C'est un petit livret qui reprend un peu le format du livret typologie, donc que vous pouvez retrouver sur le site de la BML. Et donc la troisième saison qui a démarré il y a peu, et donc que j'ai rejoint il y a quelques mois, et qui est en cours, consiste justement maintenant à prendre cet outil d'évaluation et à le tester en passant à la moulinette tout ce qu'on peut faire, un petit peu de ce que je vous ai présenté avant. Et puis à voir surtout comment ensuite on fait pour essaimer dans le reste du réseau. Et donc la politique documentaire a été retenue comme l'un des axes de travail. Alors les axes de travail sont les suivants. Alors vous voyez, hein, ça balaye quand même un spectre assez large et en même temps des choses assez concrètes comme l'organisation des rencontres publiques sur les sciences et sujets de société. Voilà. Alors donc pour la démarche, hein, donc encore une fois, c'est des sujets qui remontent des agents qui étaient volontaires et qui viennent de tout le réseau, des territoires, de la bibliothèque de la Pardieu, parfois des services supports, des moyens généraux, des médiateurs, beaucoup, des médiateurs culturels, voilà, et des animateurs numériques aussi. Donc ça, c'est les thématiques qui ont émergé de la discussion. Et donc nous, ce qui nous intéresse, oui, c'était l'axe 2, c'était cultiver la sélection des ressources pour enrichir un commun. Alors ça, c'était donc le deuxième axe, la deuxième thématique. Et donc le fruit du laboratoire a permis de produire cette définition de la politique documentaire, que je vous invite à... Bon, je vais peut-être lire en voix haute, ce sera peut-être plus simple. Donc la politique documentaire, incluant la sélection des collections et ressources en lecture publique, constitue un acte structurant des politiques culturelles territoriales. Loin d'être une opération neutre ou purement technique, elle engage des choix qui participent à la construction des communs, à la reconnaissance de la diversité culturelle et à l'effectivité des droits culturels. Donc ça, c'est la définition vraiment qui a émergé de toute la réflexion collective menée par les équipes. Et là, on retrouve quand même des choses qui changent par rapport à ce que nous connaissons un peu de manière plus traditionnelle. Hein. C'est la notion de commun qui est clairement évoquée, la notion de diversité culturelle, et puis quand même le soin de préciser que la politique documentaire, c'est loin d'être une opération neutre ou purement technique, hein, ce qui rejoint un peu aussi des préoccupations, des débats qui agitent notre profession depuis quelques années. Et à droite, vous avez les objectifs à atteindre en termes de droits culturels. Et là, donc garantir à chaque personne le droit à l'information, etc., etc. Alors là, c'est la particularité des droits culturels, pour ceux qui sont un peu familiers. Il faut avoir conscience que c'est conçu pour être imbriqués les uns dans les autres.
pour être liés, pour être interdépendants. Donc c'est vrai que là, quand vous regardez ça, vous vous dites, en fait, c'est un empilement de droits comme ça où tout ça, ça va, ou pas. Donc, tout le travail du laboratoire ensuite, ça a été de se dire, ok, on a défini une politique documentaire, comment est-ce qu'on sait que notre politique documentaire, une politique documentaire d'ailleurs, favorise l'exercice des droits culturels des usagers? Donc, le labo a permis d'identifier, on va dire, 5 grands critères d'évaluation, 5 grandes questions à se poser. Est-ce qu'on valorise, alors il y a eu un problème au niveau de, est-ce qu'on valorise la diversité des bibliothèques par l'expression de leur spécificité? Est-ce qu'on sélectionne les ressources appropriables par les publics et publics potentiels? Est-ce qu'on renforce les capacités des bibliothécaires à la sélection des ressources? Est-ce qu'on nourrit la sélection des ressources grâce aux actions de médiation? Et enfin, le dernier, est-ce qu'on ouvre l'expertise pour faire de la lecture un commun de la connaissance? Je ne sais pas si vous êtes familier un peu de cette idée des communs, comme étant une ressource commune et donc qui nécessite une gestion, une gouvernance démocratique. Et ces 5 axes font l'objet chacun d'une grille d'analyse. Donc j'ai pris le dernier, parce qu'on ne va pas faire tout le livret, vous allez voir, c'est quand même très dense. Donc le dernier axe, ouvrir l'expertise pour faire de la lecture publique en commun. Et ça, c'est la grille d'analyse qui aboutit et qui va ensuite nous permettre d'évaluer quelque part, de noter sur une échelle, quelque part l'effectivité de l'exercice des droits culturels des citoyens. Et alors là, je propose de faire l'exercice ensemble. Donc on va se mettre dans la peau d'un bibliothécaire adulte responsable du fonds documentaire, tout simplement. On va se poser la question suivante. Est-ce qu'on documente les sujets absents, minorés ou émergents pour enrichir la pluralité des ressources? Est-ce que nous intégrons des ouvrages controversés tout en développant l'esprit critique des personnes? Est-ce qu'on achète le dernier Didier Raoult, Journal d'un complotiste? Informons-nous des logiques marchandes, informons-nous des logiques marchandes et risques de manipulation liés à certains contenus. Ça peut prendre des choses très simples. Est-ce que dans notre espace, est-ce qu'on met à disposition du public la cartographie de qui possède quoi, que ce soit dans la presse ou dans les médias, qu'importe. Mais est-ce qu'on informe à un moment notre usager de ces logiques marchandes? Argumentons-nous clairement de choix et arbitrage auprès des publics. On a refusé d'acheter le Didier Raoult, journal de complotiste. On a le droit de refuser, ou pas, qu'importe, c'est un sujet de discussion, un grand sujet de Paul Doc. Mais voilà, vis-à-vis du citoyen et vis-à-vis de l'usager, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment lui, son droit culturel a été respecté par rapport à tout cela? Et enfin, est-ce qu'on participe à des réseaux, labels, pour nourrir la sélection de références plurielles? Voilà. Donc là, c'est typiquement une réflexion qui prend beaucoup de sens dans un grand réseau comme Lyon, mais pas que finalement, puisque ça peut être des réseaux communaux, intercommunaux, etc., puis des réseaux aussi avec des partenaires extérieurs, des centres de ressources spécialisés, etc., etc. Donc voilà un exemple de grille d'analyse. Alors, c'était un petit peu le retour d'expérience que je voulais vous faire ce matin, puisque le livret il est quand même très très dense, pour vous dire que donc c'est en cours d'appropriation, et moi je suis loin de maîtriser totalement le sujet. Ça ouvre définitivement les perspectives de réflexion, ça prend beaucoup de temps, et c'est sûr que quand on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, on se rend compte quand même que ça constitue le prolongement de finalement quelque chose qu'on a toujours fait. C'est nos missions de démocratisation finalement culturelle qu'on a hérité d'avant, et pour tendre vers la fameuse démocratie culturelle. Voilà. Et pour finir, c'est pour vous dire que aussi ce travail, donc, il a été impulsé à la bibliothèque municipale de Lyon. Il s'est concrétisé par la publication de ce livret, qui est finalement effectivement le fruit de la réflexion à la BML, mais qui a vocation aussi à circuler. Donc l'idée aussi, c'est que d'autres collègues s'en emparent, fassent leur propre grille, constituent leur propre grille, etc. Nous, c'est notre tentative d'appropriation du sujet à Lyon. Voilà. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Je vous propose qu'on enchaîne les 3 présentations et on posera les questions en suivant. Donc Mathilde, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'accueil. Je vais peut-être d'abord commencer par une remise un contexte. C'est à partir de 2021-2022 qu'on
que le directeur des bibliothèques de Bordeaux, Johan Bourrion, et le comité de direction, on a souhaité remettre sur le devant les collections, et en dessinant en fait plusieurs pistes autour de ce sujet des collections, à la fois sur de nouveaux services que je vais vous présenter, les points Bibli, et aussi un souhait qui venait aussi. Alors, il y avait un contexte de PCSES, voilà, pour le dire franchement, 2022-2026, avec une feuille de route culture de la ville de Bordeaux qui a émergé en 2022. Et il y avait aussi, en même temps, j'irai en parallèle, des souhaits de la part des collègues de prendre le temps, enfin de faire un pas de côté dans notre quotidien pour aussi se poser et réfléchir à notre travail autour des collections. Donc ça s'est concrétisé par différentes réalisations. Comme vous le savez, toute la réflexion sur les collections, c'est toujours un voyage très long cours. Et donc ça a tout d'abord commencé par une formation. On a eu beaucoup de chance, c'est que la ville de Bordeaux a accepté de mettre en place des formations en interne pour tous les acquéreurs, avec l'aide du CNFPT et de Médiaquitaine. Et donc tous les acquéreurs du réseau ont eu plusieurs jours de formation, à la fois pour évoquer des questions, comment objectiver ce qu'on achète, pour qui, pourquoi, comment on valorise les collections. On a construit en fait la formation, on a pu faire appel à des collègues d'autres structures de notre choix. Alors je vous dis pas que tout le monde y est allé avec un grand enthousiasme, mais il y a quand même beaucoup de collègues qui nous ont fait comme retour tout simple, mais que ça faisait du bien de se poser et de pouvoir échanger ensemble sur un réseau tel que Bordeaux. Alors Bordeaux, je ne l'ai pas dit, c'est 10 bibliothèques et un bibliobus, et on est 230. Alors dans les 230, il n'y a pas 230 acquéreurs. Voilà, on est à peu près un peu plus d'une centaine d'acquéreurs sur le réseau. Et c'est une bibliothèque classée, donc il y a aussi toute une partie patrimoniale. Et donc ça a permis, je pense, d'enclencher tout le travail qu'on a mené ensuite par petits groupes pour le PCSES. Et ça a fait aussi remonter toute cette réflexion autour des collections, c'est-à-dire de s'interroger sur qu'est-ce qu'on achète, quel public, quelles nouvelles pratiques culturelles, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette dans nos choix documentaires. Voilà, un seul exemple, par exemple, en 2021, oui c'est ça, on a eu toute une réflexion autour de la romance, où on voyait qu'on avait de plus en plus de demandes de la part de lectrices. Il faut être honnête, c'était plutôt des femmes très majoritairement. Et donc, on s'est lancé à installer des rayons romance dans toutes les bibliothèques du réseau. Alors pour aider les collègues, j'ai rédigé une fiche descriptive pour expliquer ce qu'était la romance, ce qui n'en était pas, les différents éditeurs. Et à cette occasion, d'ailleurs, à ma grande surprise, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de littérature professionnelle en français sur ce thème. En fait, j'ai trouvé beaucoup plus de choses chez les anglo-saxons. Qui ont bien bordé qu'est-ce qu'est la romance, le genre, les éditeurs, qu'est-ce qu'on attend dans ce type d'ouvrage. Et pareil pour les enquêtes publiques. À l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Je crois que la seule chose que j'avais trouvée, c'était une enquête sur Babelio, le site, vous savez, de la plateforme de lecteurs, et qui est d'ailleurs très intéressante enquête. Et je vous le signale, c'est qu'à la fin, ils avaient mené donc une grande enquête auprès de leurs abonnés à cette plateforme, et à la fin il y avait une rubrique commentaires et il y avait quelques dédicaces pour les bibliothèques, puisqu'il était les lectrices de romance se plaignaient qu'il n'y en avait pas suffisamment dans leur bibliothèque municipale ou autre. Donc voilà, mais bon, voilà, c'était intéressant. Et pareil, on a eu tout entre nous, on a appelé ça l'opération manga, c'est-à-dire qu'on a, par le biais d'une subvention CNL, on a renforcé l'offre manga sur tout le réseau, parce que là encore, on s'est aperçu qu'on avait une offre qui n'était pas harmonisée. Il y avait des bibliothèques qui en avaient beaucoup, d'autres
presque pas. Il y avait des séries qui étaient surreprésentées, d'autres qui l'étaient pas. Il y avait des genres et sous-genres du manga qui étaient pareils. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble pour harmoniser et se coordonner là-dessus. Ce qui est le travail donc, du service dont je m'occupe, service développement des collections, avec le chargé de la Poldoc. Et tout ça a fait que lors de la rédaction du PCSES, on a, par différentes touches et réalisations, essayé d'avancer sur ce sujet-là. Donc, soit par des réalisations comme les points Bibli, merci, qui est en fait la mise en place au sein du territoire bordelais de structures un peu hybrides, c'est-à-dire que certes c'est des bibliothèques, mais elles sont pas tenues par des bibliothécaires. Et en fait c'est une co-construction avec la structure accueillante, et la structure accueillante ça peut être vous allez voir le Globe Théâtre, ça peut être une maison de quartier, donc c'est assez diversifié. Donc et en fait, il y a une sorte de dialogue avec cette structure accueillante. La bibliothèque de Bordeaux se charge, je dirais, de toute la préfiguration, c'est-à-dire les acquisitions, le mobilier, la signalétique, la communication. Mais après, au quotidien, c'est géré par les personnes de la structure accueillante. Donc on forme, mais à minima, je dirais, pour faire juste le pré-retour. Donc c'est pas comme des bibliothèques, je dirais que c'est une offre complémentaire, c'est une bibliothèque mais qui n'est pas une bibliothèque telle qu'il peut y avoir dans le reste du réseau de Bordeaux, c'est une offre complémentaire. Et donc il y en a 4 qui ont vu le jour depuis 2024, et donc on a la chance d'avoir une collègue qui s'en occupe, qui le coordonne. Et sur la Poldoc, donc là le choix de livres et de jeux, donc il n'y a que des livres ou des jeux. Et on reste dans quelque chose de très grand public. C'était aussi un souhait des structures accueillantes. Donc, et c'est une très grande majorité de collections fiction par rapport aux documentaires. Donc ça, c'est illisible, mais c'était pour vous présenter qu'on a des partenaires, vous voyez, qui sont très différents. Il y a des lieux hybrides collaboratifs. Il y a la Cité Bleue, c'est une zone d'utilité fondée sur la production locale, la sobriété. Le Globe Théâtre, c'est une scène. Voilà. Et la maison de quartier, c'est dans le nouveau quartier de Brazza. Et donc, comme vous voyez, les conditions et les horaires d'ouverture ne sont pas forcément les mêmes. Elles sont à chaque fois adaptées à la structure qui accueille ces bibliothèques. Voilà. Alors ça fait peur, mais c'est parce que c'était un document de travail, mais c'était pour vous donner les proportions, vous voyez, entre la jeunesse et l'adulte, les fictions documentaires. Donc vous allez me dire, il y a une surreprésentation, mais c'est voulu, c'est aussi un travail qui a été fait avec la structure accueillante. Donc il y en a où la jeunesse est beaucoup plus importante. Alors, il se trouve que le service communication a fait un petit film, et donc je pense que la collègue et les collègues qui sont filmés en parleront bien mieux que moi. Donc, je vous invite à le voir, c'était parce que du coup la collègue qui s'occupe de ça voilà, explique vraiment quel est l'objectif, quelles sont les questions qu'on s'est posées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un témoignage d'une des personnes des structures accueillantes. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir son témoignage, qu'est-ce que ça a apporté et quelle valeur ajoutée ça a pu aussi apporter à leur structure. Alors, je vous ai mis un petit plan qui est peut-être pas forcément très lisible pour vous dire que c'est du coup ces bibliothèques, on va dire hybrides, cette offre, elles sont évidemment plutôt dans des quartiers choisis, ciblés, parce que c'est des quartiers où soit il n'y a pas tout de suite de bibliothèque à proximité, soit c'est des nouveaux quartiers qui émergent comme la rive droite de la Garonne, le point Bibli Brazza. Soit aussi c'était parce que c'était une demande de la part de la structure qui s'est portée volontaire pour participer au dispositif. Voilà. Et surtout, on s'est aperçu que c'était aussi, par exemple, le Globe Théâtre, pour nous, c'était très intéressant parce qu'il est juste en face d'une école qu'on a du mal à capter. Donc, du coup, ça nous permettait de pouvoir toucher aussi les enfants qui sortent de l'école et qui vont directement au Globe Théâtre pour aller voir les documents. Alors, j'ai pris quelques chiffres juste pour vous donner une idée
je crois que les prêts, donc on est sur un volume de collection de 10 343 documents proposés. Les prêts, c'est 26 086, donc ça nous fait un taux de rotation de 2,52. Et la petite différence avec les autres, parce que dans n'importe quelle bibliothèque de Bordeaux, vous pouvez faire venir des ouvrages de n'importe quelle bibliothèque. Vous pouvez réserver, par exemple, un ouvrage qui est à Saint-Michel et le faire venir à la bibliothèque de Bordeaux-Lac. Ça, par contre, dans les points Bibli, on ne le propose pas parce que tout simplement, c'est pas des professionnels qui tiennent les permanences, et aussi pour des questions, je dirais, très prosaïques de navette et de logistique qui est obligé à rajouter des tournées. Le budget, je pense que c'est le nerf de la guerre, ça doit vous intéresser. Donc là, comme c'était un projet qui était très soutenu qui a été présenté aux élus et qui a été validé par le maire, du coup, on a eu la chance d'avoir un budget dédié à ça, à ce projet, et avec une partie pour le mobilier et une partie pour les acquisitions. Donc, par exemple, pour le dernier, Brasa, qui a ouvert en 2025, c'était 18 000 € pour le mobilier et 37 000 € pour les acquisitions. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques photos parce que quand même. Donc ça, c'est le point Bibli Manuco, qui est dans le quartier de Saint-Michel. Ça, c'est le point Bibli Cité Bleue. Donc vraiment, les tailles et les formats sont très différents. Voilà, ça c'est le Globe Théâtre. Et le dernier, c'est Brasa. Et le mobilier, on a fait appel à un prestataire local avec qui on travaille. C'est une entreprise solidaire, voilà, qui a fait vraiment du mobilier assez original et avec de la récup sur roulette, parce qu'on voulait à tout prix des choses sur roulette. Voilà. Et donc ça, c'est une des réalisations parmi toute cette réflexion qui a tourné autour des collections, et un peu comme a dit, mais pas aussi poussé, je dirais, qu'à Lyon et ce qu'a présenté Michel. C'est-à-dire que nous aussi, on s'est lancé dans une formalisation de notre politique documentaire. Alors, il existait des choses, mais l'idée, c'était d'aller vers quelque chose de plus formalisé, de plus harmonisé. Donc on a sorti une charte documentaire l'année dernière. Comme je vous disais, c'est un travail long cours qui se fait avec différents étages. Donc on prévoit la charte documentaire, ensuite un schéma d'orientation générale des collections qui sera un outil beaucoup plus interne et pratique pour les collègues. Ensuite, au niveau de chaque bibliothèque de quartier et de centre, un plan de développement des collections. Et je dirais le dernier étage de la fusée, les fiches d'acquéreurs, de gestion. Donc voilà, donc on est dans ce travail-là de formaliser, d'harmoniser, d'essayer aussi de faciliter le travail au quotidien des collègues qui s'occupent des collections. Et de prendre en compte, on a aussi tout un projet autour des suggestions d'achat, puisqu'on a changé de SIGB, et donc on a un traitement un peu artisanal à l'heure actuelle des suggestions d'achat. Donc l'idée, c'est de passer par ce SIGB pour avoir quelque chose de plus aussi évaluable, et qui nous permet d'avoir aussi un retour plus fin sur ce qui nous est demandé, sur les suggestions d'achat qui sont toujours intéressantes. Et dans le même ordre d'idées, par exemple cette année, on expérimente sur le domaine roman français, roman étranger et roman de genre une politique d'exemplaires, c'est-à-dire qu'on a mis en place tout un système pour, si le livre c'est un best-seller, si le livre c'est on va dire dans le ventre mou, voilà combien on prend d'exemplaires. 2 mois après, il y a un phénomène éditorial, combien on en rajoute, voilà. Donc en fait, on a mis en place pour avoir une idée de ce travail-là assez fin sur les exemplaires, de voir ce que ça pouvait donner. Et pareil, je pense que beaucoup de bibliothèques le font, et
ça doit sans doute être le cas dans vos bibliothèques, c'est aussi de flécher un budget pour tout ce qui est ce que j'appelle les phénomènes éditoriaux, c'est-à-dire la femme de ménage, le médecin légiste Boxo, le Adélion, c'est-à-dire de pouvoir réagir assez rapidement pour augmenter le nombre d'exemplaires proposés au public. Et bon, on reviendra peut-être sur les meilleures ventes, mais on a travaillé aussi sur cette question-là. Beaucoup de collègues avaient une crainte que les meilleures ventes absorbent l'intégralité, une bonne part du budget. Et en fait, j'ai fait un travail un peu d'analyse sur l'année 2025. En fait, j'ai pris toutes les 60, j'ai pris Livre Hebdo et donc les 60 titres les plus vendus en roman français, roman étranger, roman de genre. Et donc j'ai comparé avec le budget qui était alloué sur ces domaines-là et en fait, ça représentait 17% du budget. Donc ça nous permet aussi, on en parlait ce matin, d'avoir, et on a cette chance dans les gros réseaux et avec du budget, c'est sûr, de pouvoir proposer finalement un pluralisme et une palette assez large de publications qui sont éditées en France. Merci. Merci Mathilde. On va changer un petit peu d'échelle. Après Lyon, Bordeaux, on va aller à Castanet. Et du coup, Nadège, tu vas nous expliquer un peu la préfiguration de Castagora et en quoi vous essayez ou faites en sorte de prendre en compte aussi tous les publics dans vos collections, mais pas que, j'imagine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, beaucoup plus petite échelle, Castanet, 9e commune de Haute-Garonne. On est situé pas très loin de Toulouse, commune de 16 000 habitants et carte blanche totale parce qu'il n'y avait pas de médiathèque municipale. Donc il y a est arrivée en 2020-21 une véritable envie politique de mettre en place un nouveau service public, donc de créer le lieu de demain, le lieu de rencontre des habitants de Castanet, en mêlant les aspects de la culture et du social. Donc il y avait vraiment une belle volonté, tout ça inscrit dans une idée de démocratie participative. Donc le cadre est posé. Effectivement. Du coup, c'est ok. Mais je vais faire assez court sur la partie de la présentation. L'idée, c'est de vraiment calquer les fonctions d'une médiathèque et d'un centre social. On n'est pas avec une entrée à gauche, le centre social versus pour les cassos, et à droite la médiathèque pour les classes sup, celles qui se sentent légitimes de rentrer dans un lieu culturel. Je fais des vrais clichés, mais c'est important vraiment d'en parler. Tout ça a été basé sur un diagnostic social territorial, vous vous doutez bien, au regard des besoins des habitants, de leurs envies. À Castanet, on est vraiment sur un 360 degrés, à la fois des classes sup plus et des familles monoparentales isolées en grande précarité. On a vraiment ce gros delta. Et l'idée, c'est d'aboutir à cette idée de mixité des publics. Ça, j'imagine, ça vous parle bien. D'être en capacité d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions et surtout de faire de ce lieu de demain un espace d'expression pour tout le monde. Donc, quand je dis qu'on avait carte blanche, c'est qu'on a vraiment eu cette chance-là d'avoir le principe de la concertation dès le début du projet. Donc, il y a eu plein d'étapes, de groupes projets. Je vous passe sur cette partie-là que vous pourrez retrouver à d'autres moments, que certains connaissent, bien évidemment. Où la part belle aux habitants a été donnée dès le début, le choix des architectes, le plan, l'emplacement dans la ville, où est-ce que ça allait se situer, etc., etc. Et c'est vrai que ça donne une dimension déjà tout autre et une teinte tout autre au projet. On est vraiment dans la création d'un espace public de demain avec un usage pluriel, vraiment à destination des habitants.
L'idée, et puis du coup j'en repars de cette idée de la place des habitants au regard des droits culturels, etc. On a eu bien évidemment des leviers fondamentaux. Je parle donc voilà, je vais devoir forcément me tourner, je n'avais pas prévu ça, mais mes collègues avaient super bien bossé leur PowerPoint. Une feuille de route des élus. Effectivement, on le sait tous, hein, rien ne peut se faire s'il n'y a pas une décision politique forte et majeure, avec des recrutements d'agents, etc. Et une véritable confiance dans les techniciens, les techniciennes, j'aime aussi le dire, parce que nous sommes globalement des femmes sur ce projet. Le PCSES, le projet d'établissement, qui est vraiment tout orienté au regard des droits culturels. C'est un élément assez fort et fondamental de notre démarche. On a aussi un organigramme transversal par axe où on n'est pas en silo. Je pense que ça fait aussi, c'est aussi un élément important de notre cadre de travail pour laisser la part belle à l'acculturation des uns et des autres, à la notion de pair à pair. On a bien évidemment l'appui de la BDP, de la médiathèque départementale, notamment par le biais de la convention d'objectifs, dans lequel il y a un élément pour nous qui est majeur sur la participation des usagers et des habitants, voilà, dans le cadre de la on va dire des politiques publiques et politiques culturelles en tout cas de notre commune. Et enfin, et ça c'est quand même, enfin je vous ai entendu un peu tous là discuter sur le temps, sur mais comment on arrive à faire tout ça. On a la chance d'avoir des temps de formation et pour le coup se le donne. On a été accompagné pour ça. On est parti sur Bordeaux pour faire des temps de formation sur les droits culturels. On a été formé à l'accueil inconditionnel. Qu'est-ce que c'est ? On part en formation dans les centres sociaux et inversement, tous les agents côté des centres sociaux sont formés ont la formation IGM en bibliothèque. Donc on a aussi eu dans la volonté de ce projet de faire bouger les lignes, on va dire administratives. Tout à l'heure il y avait notre représentant de la DRAC qui aurait pu dire que effectivement, on a mis plusieurs acteurs autour de la table, je pense notamment à la CAF et la DRAC ensemble, pour discuter justement de la création d'un lieu hybride et pas une juxtaposition de services, de faire ensemble, parce que le seul objectif de tout ça, c'est la création de liens, aujourd'hui la création d'un service public de demain, et avec des objectifs communs. C'est vraiment ce qu'on partage totalement, l'émancipation, le développement de l'esprit critique et voilà, effectivement le lien social. Ce qui est important pour nous dans la démarche participative et le lien avec les droits culturels, c'est d'avoir en permanence l'échelle de participation, alors je le dis très mal, d'Arstein, qui est une sociologue, sur la participation citoyenne, d'avoir en permanence cette échelle en regard, parce que le mot participation, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est quand même très galvaudé, hein, on en met partout à toutes les sauces, et puis les politiques aiment bien ça. Donc du coup, de savoir où est-ce qu'on situe un cahier de suggestions, effectivement, au regard d'une politique documentaire. Voilà, quelle est la part belle qu'on veut bien donner aux habitants ? Alors je dis volontairement habitants et pas usagers, mais c'est un grand débat de vocables entre nous qu'on a pu statuer. Voilà, il y a quand même tout ce travail et ce champ des possibles qui s'est ouvert à nous, et toutes nos actions sont menées au regard, on va dire, de cette échelle-là. C'est-à-dire qu'en préambule, et ma copilote de projet, qui sera la future co-directrice, on va dire, avec la casquette centre social, pose le cadre à chaque fois que l'on rencontre, à chaque fois que l'on travaille avec les habitants, avec les élus, avec les collègues, les techniciens. On pose toujours ce cadre de l'échelle de la participation. Et pour rentrer dans le concret, dans le vif, pour laisser la place à plein de questions, un peu voici les outils qu'on arrive à déployer. On en est aujourd'hui, alors le projet a démarré, il était dans les cartons en 2020, démarrage en 2021, on est quand même en 2026.
Et fail par rapport à l'annonce, on n'ouvre pas au printemps 2026, mais on ouvre bien au 1er septembre 2026. Donc voilà, pour la rentrée, vous serez tous conviés à Castanet. Donc en fait, il y a eu un premier, on va dire un premier temps de concertation sur toute la construction et la co-construction du projet bâtiment, enfin voilà, sur le chantier, etc. Aujourd'hui, on en est à 12 gros projets sur, alors là, des sujets divers et variés. C'est quoi l'accueil ? Dans ces gros projets, il y a des élus, il y a les habitants, il y a tous nos partenaires assos du territoire et les agents, bien sûr, qui sont conviés. Et au-delà de ça, les agents à l'échelle de la ville, hein, pas que ceux qui vont bosser demain dans Castagora. On a plein de sujets qu'on arrive à aborder avec eux et sur lesquels on est outillé pour aussi faire de la démocratie participative. Ça s'apprend pas, hein. Enfin, c'est aussi des temps de formation en tant que professionnel. On a les chantiers participatifs qui sont ouverts à tous et à toutes, où dans le cadre des chantiers, effectivement, on a des chantiers avec sur du mobilier pour demain dans le lieu. On a eu un chantier notamment sur l'écriture des marchés, sur les lots, on en parlait là, avec la marge des possibles au niveau de l'administration, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. On a des habitants qui ont assisté aux lectures et au dépouillage avec des grilles qu'on avait travaillé ensemble auparavant et avec vraiment le regard des habitants. On a travaillé avec eux le circuit du livre, voilà, plusieurs chantiers. On travaille sur les hors les murs et les allées verts. Dès le départ du projet, et ça ma copilote en parlera mieux parce qu'elle est arrivée un peu avant moi sur le projet, elle a formé les habitants vraiment sur la partie sociale aux cuisines de rue. C'est quoi une cuisine de rue ? C'est aller dans l'espace public, occuper l'espace public en cuisinant. Il n'y a rien de mieux que la cuisine pour faire venir du monde et pour discuter. Et voilà, et ça a permis de faire le lien avec les habitants. Ça permet aussi je pense aux lectures en plein air, je pense à plein d'actions. On lit à la piscine pendant l'été, et ça se ferait pas si des groupes d'habitants, de bénévoles, d'animateurs se sentent impliqués dans le projet et font vivre tout ça, parce que c'est eux aussi qui connaissent vraiment le terrain et qui le font vivre. On co-construit la programmation, donc ça aussi c'est un aspect majeur, c'est-à-dire que l'idée c'était on est forcément en chantier, en construction, mais il y a une phase de préfiguration comme le disait Jean, et toute cette phase de préfiguration pour nous elle est primordiale et elle est importante, de donner à voir tout ce qui sera possible dès aujourd'hui pour que demain ce lieu ne soit plus pas un endroit infranchissable et soit vraiment accessible à tout le monde. L'idée c'est vraiment que le choix du mobilier a été fait avec les habitants et que demain, ils le montent avec nous et qu'ils le découvrent avec nous aussi. Voilà, on est vraiment dans ces démarches-là, et c'est la même chose sur la programmation, parce que aussi ce qu'on entend beaucoup, c'est il n'y a pas assez vous faites que des choses pour la jeunesse, enfin ce genre de choses, on s'y retrouve pas. Là, on est en totale transparence au niveau du budget, au niveau de tout ce que ça veut dire derrière, de la construction, du temps que ça demande de monter une animation, de l'animer, de faire des bilans, de faire la diffusion, etc. Donc on est vraiment totalement transparent. Et en plus, ils sont là pour donner des idées et nous accompagner sur des ateliers divers et variés. Franchement, les gens ont des talents extraordinaires et c'est vraiment là l'idée. Notamment, on parle de droit culturel. Ils sont totalement légitimes de faire à notre place. Dans les autres leviers et les derniers, les commissions citoyennes, il y en a eu beaucoup déployées à la ville, mais il y en a plusieurs dans Castagora sur la parentalité notamment, mais il y en a une sur la lecture publique. Et je prendrai juste comme exemple, effectivement, jeudi, mardi matin, on était en librairie, en choix sur place, avec des habitants, clairement, mais bien plus calés que nous sur des sujets très pointus comme l'ASF, des choses comme ça. C'est des échanges extraordinaires, et je me sens pas, moi, en tant que bibliothécaire, dépossédée de quoi que ce soit sur les acquisitions. En tout cas, cette réflexion, elle se fait ensemble. Et elle se fait en tout cas pour les publics de demain, et ça c'est primordial.
Effectivement, on a déconstruit la Dewey ensemble, on est passé à des quotas en clair, etc., etc. Et on arrive bien évidemment à la grande question de la gouvernance partagée. Aujourd'hui, on expérimente ça à l'échelle d'un espace de vie sociale qui se transformera demain en centre social. Et là, dans ce cadre-là, donc il y a vraiment une représentativité. Il y a 5 habitants, il y a 5 associations, il y a les élus. Voilà, c'est très cadré. Et les 2 sujets dans le cadre de la gouvernance qui ne sont pas traités, c'est les RH et la partie vraiment finance. Mais on est assez au clair si des questions des habitants venaient sur le sujet. Voilà, c'est un peu pour broder balayer tous les outils à notre disposition dans la création de ce lieu. Il y a des écueils, mais je pense que ça fait peut-être partie des questions. Il y a forcément des écueils à travailler la démocratie participative et à faire ensemble. Il y a toujours le degré, je reviens à l'échelle de participation, ce qu'on veut bien faire avec les habitants et la place qu'on veut bien leur donner et leur laisser. Effectivement, si on veut créer un espace ouvert aux cultures, il faut que nous, en tant que professionnels, on n'ait pas le sentiment de se laisser déposséder de quoi que ce soit. C'est un bien public, il appartient vraiment à tout le monde. Et ça, c'est quand même majeur dans nos temps de réflexion entre collègues. Voilà. Et bien évidemment, le sentiment de dépossession, il existe aussi de la part des élus. Donc, il nous est quand même arrivé à certains moments de demander aux élus de ne pas être présents sur nos temps parce qu'on voyait bien que la parole n'était pas libre. Donc, on s'est senti légitime de leur demander de ne pas être présents. Merci. Merci Nadège, on a complètement explosé le timing, donc je peux poser peut-être une petite question avant de laisser la parole à la salle. Moi j'ai une question pour faire le lien avec la matinée et la bibliodiversité, l'édition indépendante, etc. En vous écoutant, ça serait de se demander est-ce que la prise en compte de tous les publics dans la constitution des collections, ça va en faveur de la bibliodiversité et de la valorisation des petites et moyennes maisons d'édition indépendantes, ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt à rebours dans une logique, on va dire, de demande de best-sellers, livres que l'on voit partout, on veut Philippe de Villiers, etc. Donc, est-ce que cette prise en compte-là ne vient pas un peu télescoper notre volonté de cultiver la bibliodiversité ? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, merci. Sujet complexe. Je dirais que la politique documentaire, de toute façon, on le sait, c'est une question d'équilibre. Et dans les suggestions d'achat que peuvent nous faire les usagers, je dirais qu'il n'y a pas de règle établie. On va avoir des ouvrages qu'ils ont entendus à la radio, qu'ils ont vus à la télé et donc quelque part très médiatisés. Et puis après, on va avoir aussi des intérêts aussi personnels. Je pense que vous avez tous connu dans les bibliothèques les passionnés de la Seconde Guerre mondiale qui ne nous demandent que des achats autour de la Seconde Guerre mondiale et parfois très pointus. Et en termes, je dirais, de diversité éditoriale, justement, un des rôles des bibliothécaires, c'est ça, c'est d'essayer de garder cet équilibre de représentation dans les achats, à la fois de pouvoir répondre à la demande, parce que ça, quand même, faut pas le laisser de côté. Faut quand même que les usagers, quand ils passent la porte de la bibliothèque, ils s'attendent à trouver ce qu'ils sont venus chercher. Pour leur dire que la bibliothèque, ils sont accueillis, ils sont bienvenus à la bibliothèque. C'est pas un monde étranger pour eux, qui vont avoir des repères d'ouvrages qui leur parlent, de films, de musique qu'ils aiment écouter ou regarder. Et à côté de ça, c'est le travail des bibliothécaires d'avoir cet équilibre et de proposer des collections qui font un pas de côté ou moins médiatisées. Mais en même temps, il y a des petits miracles éditoriaux. Par exemple, le livre d'Adèle Lyon, c'est un tout petit éditeur, c'est un premier roman. Je vais parler aussi pour des éditions très bordelaises qui sont Monsieur Toussaint Louverture. Je pense que le succès de la saga Blackwater, c'était inattendu et pour le coup là, on est dans une maison d'édition mais 100% locale. Voilà.
avec une vraie volonté derrière de proposer du beau papier, de belles couvertures, des traductions qui sont souvent revues. Donc voilà, moi je dirais que c'est une question d'équilibre et que les demandes finalement, elles sont assez représentatives des goûts de tout un chacun. Il y a des gens qui vont aller très loin dans la demande un peu particulière, et puis d'autres, ils l'ont entendu à la radio et ils aimeraient bien qu'on l'achète. Michel, est-ce que tu veux poursuivre là-dessus? Oui, peut-être juste pour compléter son propos sur la bibliodiversité et comment finalement est-ce qu'on arrive peut-être à la mesurer aussi au sein de nos collections. Alors nous à Lyon quand même on a la chance quand même d'avoir des moyens qui nous permettent quand même de pouvoir acheter une bonne partie de la production éditoriale. On a aussi la Pardieu, le Silo moderne qui nous donne un rôle de conservation et qui nous permet aussi parfois, je parlais de Didier Raoult un peu plus tôt, non pas que j'ai une obsession pour le journal de complotiste, publié chez Fayard. Oui, publié chez Fayard. Après, journal d'un prisonnier, journal d'un complotiste. Mais pour dire que finalement, on l'a acheté en un exemplaire et on l'a mis au silo, tout simplement parce que les ouvrages de Didier Raoult, on les a quasiment tous, parce que c'est notre rôle d'être un peu la mémoire aussi de ce qu'on produit en termes de connaissances et de création, sans juger. Mais ça, c'est notre rôle à la BML que notre infrastructure nous permet. Et puis aussi, on a des équipes qui sont hyper engagées, finalement, en faveur de la biodiversité. Et pour finir, juste avant de venir donc, à cette journée, avec mes collègues, on s'est amusé à regarder un petit peu nos chiffres d'acquisition pour voir un petit peu comment on pouvait se situer. Alors, c'est pas une démarche hyper formalisée, mais on est parti des 7 grands groupes qui ont été identifiés ce matin par Monsieur Mollier. Et puis, voilà, on a regardé dans nos acquisitions pour voir à peu près qu'est-ce qui ne relevait pas de ces 7 groupes. C'est une méthode un peu comme ça à la louche, mais on a été agréablement surpris de voir que 40% des livres qu'on achetait, à peu près, là il faut vraiment qu'on affine. Et donc on a commencé à se poser des questions en disant, mais est-ce que dans l'information qu'on apporte à nos acquéreurs, aux gestionnaires de collection, puisqu'on s'occupe un peu aussi, on centralise une partie de la veille, et on organise le circuit du document, le circuit des acquisitions, on fait tout pour que les acquéreurs aient une tâche facile finalement, en leur apportant un maximum d'informations. Et est-ce qu'on fait apparaître à un moment cette information-là? C'est-à-dire, vous allez acheter chez tel éditeur, et il y aurait une colonne, tel groupe, ou tel propriétaire, voilà. Et on commence à se poser un petit peu ces questions, justement. Je sais pas, moi, est-ce qu'il faut imaginer un indice de la biodiversité? Voilà. C'est un peu mon petit complément. Enfin, oui, pour corroborer, ça vient aussi dans la même idée de quand on parle politique documentaire, ça reste quand même quelque chose de très professionnel et c'est quand même très intéressant aussi d'en discuter avec les usagers. Parce que voilà, c'est quand même rendre les choses lisibles, c'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir des cahiers de suggestions et de pouvoir répondre par oui ou par non, mais vous êtes toujours en train de devoir vous justifier, vous expliquer. S'il y a quand même une démarche de co-construction et si on fait ensemble et qu'on rend une politique documentaire beaucoup plus explicite, claire, avec même ce regard très intéressant en fait sur la production éditoriale, par qui c'est détenu. Je pense qu'il y a aussi un autre regard qui peut être apporté de la part de l'usager en fait sur tout ça. En tout cas, c'est des réflexions que nous on a eues avec des habitants de Castanet et ça c'est chouette. Et ça participe à la construction de l'esprit critique. Merci. Oui, et si je peux juste compléter, ça me fait penser à un sujet. Donc l'autre sujet c'était les suggestions d'achat. Et donc c'est les suggestions d'achat, donc on a quand même pas mal parlé. Mais il y a aussi un sujet qui, à mon sens, émerge un petit peu, et on a commencé à réfléchir aussi avec les collègues. C'est donc son pendant, donc la suggestion d'achat et la suggestion de retrait, la censure entre guillemets. C'est que bien entendu que la loi Robert stipule que les collections des bibliothèques doivent être exemptes de toute censure, etc., etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, je suppose que dans toutes les bibliothèques, vous avez des demandes d'usagers, d'élus, de collectifs, d'associations, qu'importe, de personnes qui vous demandent « nous on veut que vous enleviez tel ouvrage ». C'est la collection, et l'usager demande et dit « moi je pense que voilà, qu'importe ». Et donc, je ne sais pas comment vous gérez ce genre de situation, mais généralement ça se gère de manière très discrète. Vous voyez très vite, je suppose. Donc, est-ce que justement, en termes de transparence, en termes de droit culturel, est-ce qu'il faut avoir un registre des demandes qui soit disponible en public, sur lequel on peut motiver, on nous dit voilà, non, mais on explique, et que ce soit visible aux yeux de tous. Je ne sais pas, voilà. Est-ce que, vu
l'évolution de notre contexte, de notre environnement, de l'ère du temps. Est-ce qu'il faut anticiper ce genre de choses et commencer à réfléchir dès maintenant? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive le débat ou vous avez des questions à poser? Il y a des questions à poser. Bonjour, je suis responsable du fonds roman de la médiathèque d'Auch et je suis aussi responsable de la mise en place de la politique documentaire. Depuis quelque temps, on a des livres, des romans souvent, qui nous sont envoyés par leurs auteurs. Et bien souvent, ce sont des auteurs édités à compte d'auteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces livres? Parce que souvent, ça crée un conflit avec l'auteur qui ne comprend pas qu'on ne mette pas au catalogue son ouvrage. Nous, bien souvent, on n'est pas très, très enthousiaste sur ces envois parce que ça présente un intérêt assez limité pour nos collections. On a trouvé une réponse à leur apporter qui ne me satisfait pas, c'est de dire qu'on ne prend que les éditeurs qui sont répertoriés à l'annuaire du SNE, du Syndicat national de l'édition. En fait, beaucoup d'éditeurs n'y sont pas, mais nous, ça nous fait un critère objectif pour refuser. Mais voilà, ça va pas tenir très longtemps. Un jour, il y a un auteur qui va s'apercevoir que c'est un argument bidon. Et donc, je voulais savoir quelle réponse vous apportez, vous, à ces auteurs-là. Oui, parce que moi, j'ai eu le cas. Alors, je dirais, il y a à la fois les publications à compte d'auteur, et ce qui commence à apparaître, c'est les publications via l'IA. Donc, une personne qui écrit 9 livres en un jour grâce à l'IA. Et voilà, donc là, ça devient compliqué. Alors, nous, pour tout dire, on considère ça comme un don. Et donc, on a une procédure de don, c'est-à-dire qu'on n'accepte aucun don sans qu'il soit examiné avant. Et il y a un formulaire où il est, en gros, nous, on a clairement dit que déjà, on se réserve le droit de ne pas accepter le don et que pour tout ce qui était auto-édition, on ne prenait pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète pas de l'auto-édition, mais c'est notre choix. Mais voilà, nous, en fait, on a essayé de... Je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais c'est qu'on borde les choses. Déjà parce qu'on a un problème, je vais être très claire, de place. C'est-à-dire, parfois, il y a des personnes qui déménagent, qui arrivaient avec des cartons et des cartons en nous disant « je vous fais un don ». Voilà. Et bon, et puis dedans, il n'y a pas... voilà. Et aussi par ce développement aussi qui est facilité pour l'auto-édition, pour l'édition avec l'IA, qui fait que je pense que si on formalise pas une réponse ou qu'on se donne pas un peu des outils pour pouvoir répondre, on va être débordé. Hein. Enfin voilà. Donc nous, je dis pas que c'est la panacée, mais on estime que ça rentre dans la procédure de don. Et nous, les dons, ils sont systématiquement examinés. On ne prend pas directement les ouvrages. Et dans le formulaire que la personne va remplir, il est bien indiqué les modalités et les règles qu'on s'est données. Et pour ma part, je n'ai pas encore été confronté à cette situation, mais je vais vous apporter quand même une réponse qui ne sera pas hyper satisfaisante. Donc, on a une charte documentaire et on renvoie vers la charte documentaire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte documentaire? Que les bibliothèques sont souveraines de la politique d'acquisition, mais que nous acceptons bien entendu les suggestions d'achat. Et souvent, les collègues font des réponses assez lapidaires. Hein. C'est désolé, mais votre livre ne correspond pas à notre politique d'acquisition. Voilà, mais c'est en toute honnêteté, je pense qu'on n'est pas les seuls à pratiquer cela. Ah non, je confirme. Nous, on l'a mise aussi dans la charte documentaire. Tout à fait. Donc généralement, ça fait le job, sauf si bien entendu, c'est la copine de l'élu. Bon, ben là, on est sur un autre sujet. On n'est plus sur... Ouais, je vais vous embêter parce que du coup j'ai un contre-exemple. Effectivement, nous on a des Castanet, si vous savez le nombre d'auto-éditeurs proclamés, on a un nombre d'experts sur le canal du Midi. Voilà. Donc effectivement, et nous sur les dons, vous savez, quand on part de zéro, tout le monde pense que ils ont des chefs-d'œuvre chez eux et qu'il faut absolument. Quand on part de zéro, c'est-à-dire que nous, on a dû acquérir à peu près 26 000 documents, et donc on aurait pu avoir des bennes de dons de livres. Donc là, en fait, vraiment toujours la même politique, hein, d'être le plus clair possible et de se laisser
Voilà, la marge des possibles de dire bah oui, là c'est ok, là pourquoi ça ne l'est pas, etc. Mais sur la notion de ces dons à compte d'auteur, on a eu un exemple quand même. Enfin moi je prends quand même de temps en temps, je veux dire le temps de regarder précisément comment c'est fait, et notamment il y a une artiste voilà qui a fait un magnifique travail à base d'aquarelle. Autant le texte, voilà, autant par contre vraiment le travail sur l'aquarelle était vraiment top. Partagé par les collègues de la culture animation au sens large. Je crois qu'il y avait eu même un lien avec une élue, mais pour le coup, on s'est laissé le droit de lui dire que en termes d'expo, ça serait génial, mais pour le coup, en termes d'acquisition de livres, bah voilà, ce qui nous gênait un peu, et franchement, c'était ok. Enfin, on a vexé personne sur ça. Voilà, il y a des moments où je me dis la franchise, c'est chouette aussi. Y a-t-il d'autres questions? Une question sur ces notions de transparence vis-à-vis du public. Est-ce que vous partagez vos statistiques d'usage avec le public? Est-ce que vous sortez le top 10? Alors j'ai déjà la réponse, donc je pose la question pour que tout le monde en profite, parce que je connais la sélection de la BM de Lyon notamment, mais est-ce que c'est un moyen aussi de rendre visible pour les usagers qu'il y a les best-sellers et le reste? Oui, alors effectivement, il y a les top 10 des prêts, etc. de l'année. Mais je pense qu'elle fait référence peut-être aussi aux données telles que je vous ai indiquées un peu plus tôt. Et ça rejoint le sujet sur la mise à disposition des données publiques. La politique d'ouverture des données publiques, non, on ne le fait pas pour l'instant. Et c'est vrai qu'on se pose la question à chaque fois, en disant, voilà, est-ce qu'on devrait mettre à disposition de la base de données nationale d'ailleurs, hein. C'est une base de données nationale, il me semble, Open Data. Voilà, nos données d'usage, et puis, en toute transparence, tout le monde est au courant. Nous, on fait chaque année dans le premier numéro du BOBI, donc qui est la revue des bibliothèques de Bordeaux. Donc, le mois de janvier, il y a toute une partie sur le top de l'année, et qui est complété en réunion générale du personnel, où je fais un top très très détaillé, le top polar, le top romance, le top SF, le top documentaire, le top jeunesse, voilà. Et je le compare aussi avec le baromètre du ministère de la Culture qui paraît chaque année et qui est intéressant, la comparaison entre ce qui est acheté en bibliothèque et les meilleures ventes en France. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer ça aussi. On pourrait même envisager de faire les flops, en fait, de la liste de tous les livres qu'on a achetés, qui n'ont jamais été empruntés. C'est un peu moins vendeur au Alors niveau ça, en général, on le voit au moment du désherbage, parce que moi, il y a un service qui s'occupe de ce qu'on appelle l'AREO, et je te confirme qu'il y a des livres qu'on fait un flop, qui n'ont pas trouvé leur public. Donc on essaie de leur donner une seconde chance en l'envoyant dans une autre bibliothèque. J'avais vu une bibliothèque aussi, je me souviens plus où, qui avait fait une table en disant dernière chance, ces livres-là vont bientôt être désherbés, donc si vous les empruntez, c'est maintenant. Et c'était pas, je trouvais ça hyper intéressant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, je pense que je plaide un peu coupable sur le fait que cette table ronde n'ait pas été aussi portée d'échange, parce que j'ai un peu demandé à chacun quand même qui donne vraiment leur retour d'expérience, parce qu'il me semblait que c'était vraiment des expériences originales et complémentaires. Et comme on est vraiment dans une journée très chaude en termes d'actualité, voilà, redire que le petit document proposé par la BM de Lyon est sorti il y a 3 jours quand même. Du coup, c'est un peu un scoop cette présentation pour vous. Merci beaucoup Jean, merci Nadège, merci Michel et merci Mathilde.